J'appelle à mes côtés trois femmes qui font témoignage de leur courage. Nous avons le plaisir d'accueillir Zineb El Azoui qui est avec nous et qui nous vient de l'aventure Charlie. Bonjour Zineb, je vous en prie. Dounia Ben Slimane qui nous vient du Maroc et qui nous vient de l'association Racine dont le président Adel Assadani est également avec elle. Et puis Djemila Ben Habib, notre consoeur, journaliste et militante qui nous vient du Québec vers la Belgique et qui nous a rejoint également. Merci à vous trois d'avoir accepté. Vos micros vous attendent là, n'hésitez pas à vous en emparer. Zineb, j'ai envie de vous demander tout d'abord peut-être de réagir à cette phrase de Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. J'imagine que déjà avant les événements, c'était au rendez-vous. Depuis, je n'ose même pas imaginer. Alors, d'abord, merci à tout le monde. Joyeux anniversaire au CAL. Je suis ravie d'être là pour fêter ça. C'est une façon de me dire que je fais partie de la famille des laïcs en Europe et dans le monde. Et pour moi, c'est un réconfort et ça veut dire que voilà, je n'ai pas complètement raté ma vie. On vous le confirme. Le courage... Alors, souvent, on me dit ça. On me dit, Zineb, tu es courageuse. Qu'est-ce que tu es courageuse ? Et en mon fort intérieur, je sais que je suis une femme qui a peur du noir, qui a peur des cafards, qui a peur d'un tas de choses qui sont inoffensives. Pour moi, porter le message de la laïcité, continuer à me battre pour ce pourquoi mes collègues sont morts, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de dignité. C'est une question de pouvoir. C'est mon devoir, en fait, de faire ça. Et puis, j'ai encore plus peur de ce qui adviendrait si nous abandonnons le combat que du sort qui m'est fait aujourd'hui, c'est-à-dire le sort d'une femme qui vit dans une prison ambulante, sous protection policière, dans les armes. Je donne donc de ma liberté, de mon insouciance, de ma vie de famille qui est aussi compliquée. Mais je trouve que le péril qui nous guette est beaucoup plus majeur qu'aujourd'hui. Je pense que ce que je vis, moi, doit demeurer inacceptable pour vous tous. Comment accepter aujourd'hui que des gens dans des villes en Europe, je ne suis pas la seule d'ailleurs à vivre dans cette situation, comment accepter que des gens vivent dans ce qu'on appelle encore le monde libre de la façon dont moi je vis? Avoir perdu ma liberté, moi, c'est vous aussi qui avez perdu votre liberté. Et puis, pour moi, l'amertume, c'est de me dire que 5 ans après ce drame, finalement, eh bien, notre liberté d'expression a reculé. Qui est le téméraire aujourd'hui qui s'aviserait de publier une caricature du prophète ou même un simple dessin? Alors, ne pas dessiner le prophète est une règle de la charia. Aujourd'hui, elle est appliquée en Europe, non pas par nos lois démocratiques, mais par l'intimidation, la menace et les armes. Et ça, on ne devrait jamais, jamais l'admettre. On a, Zineb, et je l'évoquais ce midi avec un certain nombre de collègues ici, un peu le tournis si l'on se dit que ça fait plus de 30 ans que Salman Rushdie, à cause de son texte sur les versets sataniques, vit cette vie d'errance aussi, de disparition organisée, pour ne pas avoir à répondre de sa vie. Et on sait que les menaces sont répétées à doses régulières encore maintenant. D'autres, vous l'avez dit, le vivent. Et en même temps, on mettait en parallèle le fait qu'à ce moment-là, Abderrahmane Ouberi et d'autres avaient lancé avec le Parlement des écrivains le système des villes-refuges, mais qui n'ont tenu que l'espace médiatique du moment où c'était intéressant pour ces villes d'exister médiatiquement. Elles n'ont pas vraiment joué ce rôle de refuge. Est-ce que vous êtes amer de ce point de vue-là? Mais toutes les villes sur Terre devraient être un refuge pour les gens libres. Alors, je ne peux pas dire du mal d'une initiative qui a au moins essayé, même si elle a échoué. Car ce qui me scandalise le plus, c'est qu'aujourd'hui, de façon tout à fait officielle, dans de nombreux pays, dont par exemple celui dont viendra parler Dounia, eh bien, cette liberté, elle est interdite
condamnés par les lois de façon tout à fait légale. Moi, je voudrais à la limite dire que des gens comme moi ou comme Salman Rushdie, qui est notre doyen, si je dois dire, en fait, nous ne sommes que la partie visible de l'iceberg. Moi, si aujourd'hui je me définis comme une personne qui défend la laïcité en France, puisque je vis en France mais aussi ailleurs dans le monde, je pense toujours à ceux qui sont la partie la plus chère de mon cœur et le moteur de ma révolte. Je pense à ceux que l'on appelle les apostats de l'islam. Ils se comptent par, on ne peut pas savoir, hein, ils sont peut-être des milliers, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, en France et en Belgique. Ces gens-là, alors lorsqu'ils sont militants et qu'ils deviennent des visages connus comme moi, vivent sous protection policière. D'autres ne sont pas sous protection policière et je les connais personnellement. Lorsqu'ils sont connus, eh bien parfois ils sortent avec des grosses lunettes noires pour qu'on ne les reconnaisse pas. Mais je pense aussi à tous les anonymes qui, en France, en Belgique, sont obligés de déménager parfois à des centaines de kilomètres de là où se trouve leur famille, simplement pour pouvoir boire un ballon de vin au déjeuner ou pour vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui n'est pas admis par la communauté. Les apostats de l'islam ne sont pas une communauté, ce sont des individus. Mais en tout cas, c'est devenu une communauté d'individus qui a une communauté de destin. Ce destin, c'est la persécution. Ils sont un impensé. Dans une société où toutes les communautés se victimisent, et notamment la communauté de nos persécuteurs, nous autres apostats de l'islam. Les islamistes sont une communauté par excellence qui pratique la dialectique de la victimisation en Europe et qui, en vertu de cela, obtient des privilèges. Or, les apostats de l'islam sont des gens ce sont les seules personnes, il me semble, à qui on demande de respecter l'idéologie qui les condamne à mort. Et si les islamistes ne peuvent pas me blairer, c'est que moi je leur réponds, mais non, moi je respecte les individus lorsqu'ils sont dignes de respect et quelle que soit leur religion. Mais respecter l'islam, qui me condamne à mort, jamais. Dounia Ben Slimane, on va, Zineb y faisait référence, parler du Maroc, bien sûr, de la situation, de l'émergence de racines. Au départ, association culturelle, volonté de partager par la culture une série d'émancipations, et puis des combats que vous avez été peut-être même forcés de mener, parce que les événements, parce que le pouvoir, parce qu'une fraction islamiste de la société vous y a amené. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. C'est un honneur d'être parmi vous pour ce 50e du Centre d'Action Laïque. Merci beaucoup. En fait, très rapidement, Racine est une association qui est née il y a de ça 9 ans, exactement, presque jour pour jour, à un mois près. Elle est née de la volonté d'un groupe de militants et d'activistes culturels qui, au départ, ont décidé ensemble de travailler à travers la culture pour la transformation sociale, pour le changement social, pour contribuer à avoir un impact sur la société, sur le développement, sur l'éducation, mais aussi à la promotion d'un certain nombre de valeurs universelles, de liberté, de démocratie, d'émancipation, et surtout parce qu'on croyait et qu'on croit toujours que la culture est un outil de développement de l'esprit critique dont on a énormément besoin dans notre pays et de plus en plus. Donc on est parti en fait d'un constat où la culture a toujours été marginalisée par les différents gouvernements qui se sont succédés, par les décideurs, par les politiques, etc. Et voire même elle a été toujours considérée et marginalisée, considérée comme étant dangereuse et subversive pour le pouvoir en place. Donc on a assisté depuis les années de plomb ou après l'indépendance, à ce que la culture, et notamment la culture critique, la culture contemporaine, etc., qui promouvait un certain mouvement artistique et culturel, était combattue, marginalisée, et on a préféré mettre en avant une culture plus traditionnelle, patrimoniale, folklorique, etc., qui permettait de maintenir un certain lien avec des traditions, avec la religion, avec etc. Donc nous, en fait, on a
voulu qu'on cesse de regarder la culture comme juste d'un point de vue esthétique et artistique et créatif, mais plutôt comme un outil d'émancipation. Donc le travail qu'on a fait était un travail justement pour pouvoir montrer aux décideurs, mais pas que, en fait, notre cible principale était les citoyens marocains, les jeunes, qu'ils soient engagés ou pas, pour travailler avec eux, pour leur donner des outils pour qu'ils soient les acteurs du changement eux-mêmes, soit directement en s'investissant, soit en leur expliquant comment ils pouvaient revendiquer leurs droits auprès des politiques, auprès des élus, auprès des gouvernements, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés très rapidement à travailler sur ce terrain-là, au lieu de nous focaliser sur les politiques culturelles en tant que telles. On a développé énormément de projets, notamment après 2011, après le mouvement du 20 février. On s'est dit, ben voilà, on a l'opportunité de pouvoir aller vers les gens, faire du théâtre avec eux, faire des BD, faire des workshops avec les jeunes, expliquer la Constitution, expliquer les lois, expliquer les droits, expliquer le système politique marocain, pourquoi ça fonctionne comme ça, comment ça devrait fonctionner, leur donner des outils de travail. Et je pense que ça s'est allé très très vite en fait. On est relativement jeune comme association, on a eu 8 ans en tout et pour tout. Et ce travail sur les valeurs justement de droits humains et de démocratie a probablement pas plu. Et surtout que la manière dont il était fait était inhabituelle en fait. On s'est retrouvés à faire du théâtre dans l'espace public avec autour de nous 800, 1000 personnes, des jeunes qui rentraient dans la pièce pour pouvoir s'exprimer, parce que c'était du théâtre de forum, donc il y avait un espace pour le public pour discuter, pour débattre, pour critiquer, avec des élus autour, des flics, des agents de l'autorité qui étaient là à écouter, à prendre la température et qui se rendaient compte finalement que ce qui était en train de se jouer était peut-être un peu menaçant pour eux. Donc la goutte d'eau, on a appris après, parce que l'association a été dissoute en appel par la justice là en avril, c'est très récent, mais on a appris après coup que, en fait, on était depuis très longtemps surveillés, on était dans le collimateur des autorités et on a essayé de nous atteindre par nos rapports financiers, par nos bailleurs de fonds, on a essayé de voir si on paye toutes nos charges sociales, etc. Donc le fait qu'on ait hébergé cette émission l'année dernière dans nos bureaux, Un dîner de cons, c'est une émission qui passe sur le web, qui est une émission satirique, politique, qui est diffusée exclusivement sur Internet, sur YouTube, à laquelle on participe, mais qu'on n'organise absolument pas, mais qu'on héberge avec grand plaisir, parce que ce sont des gens aussi qui portent les mêmes valeurs que nous. Et cette émission-là, la 7e, a été un peu trop pour l'État, je pense. Elle a abordé le Hirak, donc le mouvement de protestation dans le Rif, elle a abordé le discours du roi du trône à ce moment-là. Elle a été très critique, pas du tout diffamatoire, mais juste très critique et avec beaucoup de revendications vis-à-vis de l'État, du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, etc. Donc je pense que ça a été vraiment le bon prétexte pour les autorités pour nous interdire, officiellement pour avoir organisé une activité non statutaire, mais officieusement, tout le monde le sait, c'est pour le ton très très libre de cette émission, sur les critiques qui ont été émises, le fait que c'est un dîner autour d'une table avec de l'alcool, avec des gens qui fument, qui boivent, qui parlent comme tous les jeunes marocains dans un café ou dans un bar. Donc on a fait un peu les frais de ça. Et malheureusement, on n'est que le cas de Racine, la dissolution de l'association, c'est une chose, c'est un cas parmi des dizaines de cas qui se passent au Maroc si on parle que de la liberté d'association. Au Maroc, je pense qu'il doit y avoir des dizaines d'associations qui sont interdites, à qui on refuse de délivrer les récépissés d'enregistrement ou de renouvellement, à qui on fait du chantage pour dégager un membre du bureau avant de délivrer les autorisations, à qui on interdit des activités, des conférences, des spectacles, etc. C'est tous les jours qu'il y en a. Les tribunaux administratifs sont remplis d'associations celles qui peuvent, il n'y en a pas beaucoup, qui peuvent poursuivre l'État pour refus de
délivrer des récépissés. Il y a récemment, on a assisté à des procès surréalistes d'activistes sociaux, notamment du RIF, qui ont pris 20 ans de prison pour avoir manifesté et revendiqué leurs droits, à des procès de journalistes, à des procès pour pour avortement illégal, etc. Donc on a eu une année super chargée en événements. Donc non, ça va pas du tout. On l'aura compris. Donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel on travaille. Et on va en parler d'ailleurs encore tantôt, entre autres avec le professeur Shafik Shraibi, à propos de cette lutte contre l'avortement clandestin, bien sûr. En vous saluant, Jamila Benhabib, et en disant déjà que on va vous retrouver plusieurs fois dans les mois et semaines qui viennent, puisque vous nous rejoignez aussi pendant cette année qui vient autour du Centre d'action laïque, mais vous nous revenez d'une terre, là, le Québec, qui est en pleine effervescence, ébullition autour de la notion de laïcité. Et là, pour le coup, je pense qu'entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de Québec, le bras de fer devient plus que réel, non ? Oui, tout à fait. Je suis très heureuse d'être ici, mais surtout aussi très heureuse d'être impliquée au CAL, comme on l'appelle. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la définition de la laïcité, qui me semble rappeler d'abord le principe universel de la laïcité, mais les 3 assises, d'abord philosophiques, politiques et juridiques de la laïcité. Autour de ce principe, autour de ces assises, je pense qu'il y a là un projet de société que nous devons construire et défendre ensemble. Pas seulement en discutant du caractère social de nos sociétés, mais aussi en insistant sur toutes les dimensions sociétales. Je pense que la gauche a malheureusement oublié d'insister sur ces questions sociétales. J'ai assisté donc au débat ce matin avec beaucoup de plaisir, évidemment. Nous avons évoqué la nécessité de défendre ce projet d'émancipation sociale, mais sans pour autant insister sur les questions sociétales. Et ça, je pense que c'est essentiel dans nos discussions, dans les discussions que nous allons avoir tout au long de ces 3 jours. J'aimerais aussi vous dire que vos travaux sont extrêmement importants pour nous, laïcs québécois. Nous regardons ce que vous faites, nous lisons, et nous voulons même vous piquer quelques-uns de vos outils parce que nous les trouvons excellents et efficaces. Ça, on en parlera après en catimini. Mais je dois dire que nous menons une action essentielle, mais aussi difficile. Essentielle parce que la laïcité est évidemment un universalisme que nous portons au Québec depuis très longtemps déjà, depuis la lutte des patriotes, mais difficile parce que nous sommes confinés à un pays qui a inscrit le multiculturalisme dans sa constitution, à ne pas confondre avec le cosmopolitisme, le multiculturalisme canadien étant la reconnaissance des différentialismes, la reconnaissance des particularismes et donc la reconnaissance des intégrismes religieux comme étant l'ouverture à l'égard de l'autre. Alors vous comprenez que dans ces conditions, je ne peux que être contre, évidemment, ce principe institutionnel de notre État fédéral. Et donc aujourd'hui, le bras de fer est là, existe entre les laïcs québécois. Ce principe de la laïcité est soutenu par une grande majorité de Québécois, donc c'est dire aussi l'impact populaire d'un tel principe, mais nous attendons aussi et surtout la solidarité de nos camarades laïcs à travers le monde, et en particulier la solidarité des laïcs belges. Je voudrais, mesdames, vous demander de réagir. Nous arriverons à la phrase tout à l'heure d'Olympe de Gouges, qui avait été mise ici en exergue, mais je trouve que nous devons aussi parler évidemment de tout ce qui est problématique d'émancipation, et j'entends émancipation aussi très fortement de la femme, bien sûr, par rapport à ces patriarcats religieux, mais aussi sociaux, Zineb El Razoui. Alors, les femmes
les femmes aujourd'hui, quand on regarde les pays de loi religieuse, c'est-à-dire les théocraties islamiques par exemple, quand bien même je reprends l'exemple du Maroc, quand bien même elles peuvent se coiffer comme elles veulent, au Maroc le voile n'est pas obligatoire, elles peuvent s'habiller comme elles veulent, fonder une association, si toutefois l'association dit du bien du roi, mais en réalité elles sont considérées comme des citoyennes de seconde zone. Elles héritent la moitié de ce qu'héritent les hommes. Quand je dis elles, je aussi, puisque je suis toujours citoyenne marocaine et toujours considérée comme telle lorsque je me rends au Maroc, donc toujours soumise à ces lois-là. Elles sont aussi privées, même dans la coutume, de certaines choses extrêmement simples, comme par exemple se rendre au cimetière pour enterrer quelqu'un. En vertu de quel texte, je l'ignore, mais elles peuvent très facilement être mal vues, considérées par la famille comme ayant enfreint une règle sacrée, n'est-ce pas? Alors ça, c'est dans les pays, on va dire dans les théocraties islamiques soft, entre guillemets, comme le Maroc. Qui en est une. Hein. Quand je dis soft, c'est juste parce que nous pouvons encore boire une bière, hein, parfois, mais bon, pas dans le cadre de l'émission, mais c'est encore toléré, je dois dire. Et ça va jusqu'à des régimes comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran qui appliquent proprement un apartheid sexuel. Alors, je parle de ces pays-là parce que je travaille, par exemple, en France avec un groupe de femmes et d'hommes qui se préparent à l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024. En 2024, les JO auront lieu à Paris. Et nous avons une question majeure que nous devons traiter d'ici là, c'est est-ce que nous souhaitons voir des athlètes en hijab dans les lieux olympiques sur notre sol en France. Alors quand ça se passe au Qatar, nous ne sommes malheureusement pas décisionnaires. Hein. Money talks, l'argent en parle, n'est-ce pas? Mais en France, nous espérons quand même que la charte olympique sera respectée. La charte olympique est un texte qui est encore au-dessus de la laïcité, je dirais, pour le contexte spécifique des Jeux olympiques, qui dit qu'aucun site olympique, aucun signe idéologique, politique ou religieux n'est toléré dans un site olympique. Qu'est-ce que le voile si ce n'est un signe idéologique? Un signe idéologique et politique aussi, d'une idéologie qui fait de la femme un sexe sur pattes, qui fait de son corps quelque chose d'impur. Alors qu'on ne vienne pas me dire non, mais il y a le niqab et puis le voile qui est très gentil, très simple. Non, le voile, quelle que soit sa superficie, et dans toutes les religions d'ailleurs, c'est quelque chose qui signifie l'impureté de la femme. Lorsque je vois les difficultés que nous avons en France, en tant que collectif qui défend la charte olympique et qui défend l'esprit olympique, c'est-à-dire l'esprit du sport égalitaire, émancipateur, qui permet aux gens de dépasser tous les atavismes et les différences. Eh bien, lorsque je vois les difficultés que nous avons à faire entendre ce message-là en France, je me dis, mais jusqu'où? Jusqu'où va la complicité avec les idéologies qui oppriment les femmes, qui les considèrent comme des individus inférieurs, y compris en France, y compris dans un pays où nous pensions, à tort visiblement, que nous avions dépassé certaines luttes, ou du moins que nous les avions acquises. J'ai donné cet exemple-là parce que il y a un antécédent, parce que justement le Comité olympique international s'était mobilisé et avait exclu l'Afrique du Sud, qui était un régime d'apartheid qui empêchait les personnes noires de pratiquer du sport. Mais alors lorsque l'apartheid est exercé envers les femmes, eh bien visiblement c'est moins grave. Les femmes sont encore moins importantes que les noirs, faut-il croire. Donc je pense qu'il est évident pour chacun, à moins d'avoir un esprit corrompu par l'argent ou par les compromissions politiques, il est évident que le seul cadre qui puisse permettre d'émanciper l'humanité en émancipant les femmes qui sont une partie intégrante de l'humanité, c'est évidemment le cadre de la laïcité, le cadre qui nous permet justement de nous émanciper des idéologies qui font de la femme un être inférieur et qui la soumettent à cette image de réceptacle des désirs de l'homme et d'être inférieur aux hommes. Dounia Ben Slimane, je reviens donc à cette phrase qu'on met en exergue de Olympe de Gouges, je la rappelle.
La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit donc avoir également celui de monter à la tribune. Vous réagissez ? En fait, je crois que Zineb a tout résumé. Moi, je peux parler que du Maroc, mais bon, parce que c'est là où je vis et c'est là où je travaille. Mais depuis peu, j'ai aussi rejoint, en tant que consultante, une organisation qui s'appelle Free Muse, qui défend la liberté de création artistique sous toutes ses formes et dans le monde entier. Et je suis chaque jour hallucinée de voir le nombre de cas partout dans le monde. Aucun pays ne fait exception de censure et de violation de la liberté de création et d'expression. Et c'est une violation qui est encore plus intense quand il s'agit d'artistes femmes dans certains pays, qui sont taxés d'indécence, de délinquance, de débauche ou d'incitation à la débauche parce que habillés comme ci ou comme ça, ou parce que se déhanchant ou peignant ou dansant ou ce qu'on veut. Donc c'est vrai que le fait d'être une militante et une femme, c'est double peine en fait. On est vraiment les parias de la société, surtout quand on vit dans une société en fait qui est perdue entre différentes choses. On est dans une société musulmane, donc on est supposé être des sujets d'Allah, on est guidé ou on est lidé par le commandeur des croyants dont on est aussi supposé être les sujets, mais en même temps on est dans une société moderne et démocratique, donc on est citoyen. On a un peu un logiciel qui bug de temps en temps dans la tête parce qu'on sait pas. C'est un peu schizophrénie. Oui, c'est très très schizophrénique. Et donc quand on est encore plus quand on est une femme dans la société marocaine, non seulement on subit tout ce que toutes les femmes dans le monde subissent, inégalité de salaire, inégalité de traitement par la loi, dans la société, dans la rue, on peut pas aller moi à Casablanca, dans ma ville, je peux pas aller dans tous les quartiers. Il y a des quartiers où je peux pas marcher parce que je suis une femme, pas parce que je porte une mini-jupe ou un short. Je peux aller en djellaba couverte de la tête aux pieds. On va m'embêter, on va me harceler, etc. Donc on subit ça, plus on subit les pressions sociales, religieuses, traditionnelles, qu'on ne comprend pas parfois, qui n'ont aucun référentiel, comme le cas du cimetière. Moi, j'ai perdu des gens dans ma famille. Quand je suis allée au cimetière, c'était blasphème. Non, tu dois pas y aller. Oui, mais pourquoi ? Parce que. Oui, mais parce que quoi ? Parce que les femmes ne doivent pas aller au cimetière. Très, très bien. Bravo. J'y vais quand même. C'est ma grand-mère qu'on enterre ou c'est mon grand-père, j'y vais. Et voilà, donc on doit faire face à toutes ces choses. Mais malheureusement, on nous demande on est dans des sociétés aussi qui nous demandent de performer, d'être superwoman, de travailler. Au Maroc, on a 6 millions de foyers qui sont soutenus par des femmes. C'est-à-dire c'est la femme qui fait manger, qui fait aller à l'école, etc., qui fournit tous les besoins élémentaires du foyer. Mais même avec ça, elle a presque pas de droit. Il faut elle peut pas parler, elle hérite la moitié, etc., etc. Donc on est dans une espèce de déséquilibre qui balance. On est entre toutes ces idéologies religieuses, sociales, traditions. Et même avec la société moderne, on doit aussi subir les côtés négatifs de la société occidentale, parce que les femmes en Occident, dans beaucoup de pays, notamment en France, l'égalité dans les salaires n'est pas encore là, la parité n'est pas encore là, etc., etc. Donc oui, Oui, maintenant, au Maroc, ça fait un moment quand même, oui. C'est pas l'Arabie Saoudite, l'avancée. Pas encore. Mais, Jamila Benhabib, et je reviens vers vous, Dounia, dans un instant, mais les mots sont toujours des pièges, et Christine Mailly, ce matin, nous le rappelait d'ailleurs. Il faudra que l'on imagine, à un moment, un vrai bon glossaire. Vous l'avez rappelé, d'un espace où le multiculturalisme a été inscrit dans la loi fondamentale, où donc l'exception culturelle
est quelque chose de pratiqué, c'est-à-dire qu'au nom de sa religion, de sa culture, on peut demander à échapper à la règle commune, depuis le poignard sikh en passant par tout le reste. Et en même temps, nous, en Europe, on a beaucoup, face à la déferlante d'une autre majorité anglo-saxonne, par exemple, plaidé et ennobli la notion d'exception culturelle. Comme quoi les mots sont piégeants. L'exception culturelle au quotidien, au Canada, ça veut dire quoi? La dérogation au nom de sa culture, les exceptions autorisées selon les communautés, ça veut dire quoi au quotidien? En fait, c'est la reconnaissance des particularismes. C'est déroger à la loi commune au nom de son origine ou bien au nom de sa croyance. Certes, j'ai vécu au Québec, au Canada, et donc j'ai été confrontée à cette pensée différentialiste, mais j'appartiens à différents mondes aussi. Et j'ai grandi en Algérie, dans un pays musulman où très vite, très tôt, j'ai compris que la condition des femmes était différente de celle des hommes. Et je dois dire que ce qui m'a jetée dans les bras de la laïcité, ce ne sont pas les livres, parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais c'était essentiellement la condition des femmes. Et commence que dans les années 90, nous avons été dépassés par une extrême violence qui consistait à assassiner des personnes qui n'étaient pas conformes au diktat de l'idéologie islamiste. Donc je dois dire que toutes ces observations, tous ces combats se sont rejoints petit à petit. Mais je m'en suis évidemment remise de la violence islamiste. Je me suis aussi remise de la violence autoritaire des régimes. Mais j'avoue que depuis quelques années, il y a une autre forme de violence qui guette nos sociétés démocratiques. Et ce type de violence, elle est sournoise, insidieuse, parce que précisément, elle consiste par exemple à faire croire que défendre la laïcité, c'est du racisme. Elle consiste à faire croire que, par exemple, interdire le port des signes religieux pour les fonctionnaires, c'est discriminatoire. C'est cela, un particularisme. Donc, j'ai le droit de porter mon voile, c'est mon choix, c'est ma liberté, parce que je suis une femme musulmane. Comme si être une femme musulmane, ne correspondait pas, ne pouvait pas se conformer à un universel, à un principe universel. Comme si on était obligé de défaire la règle commune, d'échapper à ce principe d'universalité pour, finalement, accommoder un individu. Alors aujourd'hui, très sincèrement, je l'écrivais à un ami, je ne sais pas quelle est la violence la plus, disons, celle qui me déstabilise le plus, parmi toutes ces violences que j'évoquais. Je ne sais plus. Mais je sais que cette dernière violence, elle me préoccupe, parce qu'elle a contaminé le monde académique, elle a contaminé le monde médiatique, elle a contaminé le monde de la gauche. Cette violence différentialiste, il faut crever l'abcès, il faut en parler. Zineb El Razoui, je reviens toujours à Olympe de Gouges, mais parce qu'on se rappelle ou on ne se rappelle pas que cette femme, que d'aucuns appelaient une courtisane, s'était vue l'obligation d'écrire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne parce qu'elle estimait qu'elle était la grande oubliée dans l'espace de liberté ouvert par la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle pose cette phrase, si elle peut monter à l'échafaud, elle peut monter à la tribune, la femme. Alors ça pose la question aussi aujourd'hui de la place de la citoyenne. Je dirais, dans la perspective où vous la vivez, mais plus largement, comme vous l'évoquez, parce qu'on rappelle aussi que Charlie n'est pas, fort heureusement, et tout ce qui en est né,
résumable et réductible à une confrontation avec les mondes de l'islam. Hein. Je veux dire, les cibles de Charlie étaient plus vastes que celles-là. Comment voulez-vous que les femmes soient citoyennes dans des sociétés où la notion même de citoyenneté aujourd'hui est dévoyée? Aujourd'hui, alors pour rebondir sur ce que disait Djamila, que je trouve extrêmement pertinent, quand deux personnes d'origine musulmane laïque se parlent parfois dans les pays occidentaux, eh ben, c'est devenu commun de se dire merde, on les a fuis là-bas et on les retrouve ici. C'est vrai, hein, c'est un lieu commun. Quand on parle, on dit on les a fuis. En fait, on leur a laissé le pays carrément juste pour respirer. Maintenant, ils nous pourchassent même ici dans des sociétés qu'on pensait immunisées contre ce péril-là. Moi, je n'ai jamais cru de ma vie qu'un jour j'allais me battre contre les types qui veulent imposer le ramadan en entreprise et le halal dans les écoles et qui défendent le voile éventuellement à l'Assemblée nationale comme une grande avancée, un grand progrès social en France. Je n'ai jamais cru de ma vie qu'un jour j'allais me battre pour la laïcité en France. La laïcité a toujours été pour moi, dans mon enfance, une espèce d'idéal absolu dont je rêvais, auquel je voulais que la société marocaine et les sociétés musulmanes tendent. Eh bien, aujourd'hui, je me rends compte que c'est acquis et menacé de façon très concrète en France. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, le président de la République et l'exécutif français avaient lancé un chantier, un projet de réforme de la loi de 1905 pour s'adapter à l'islam. C'est ça la raison officielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réformer la loi de 1905, qui ne reconnaît d'ailleurs aucune religion, dont le texte, dans la quarantaine d'articles, ne mentionne pas une seule fois le mot religion? Eh bien, aujourd'hui, le président de la République, enfin l'année dernière, heureusement, il a renoncé à ce projet depuis, mais il avait dit qu'il lançait la réforme de ce chantier. Donc, à partir du moment où l'on discute de façon très solennelle, au plus haut sommet de l'État français, de l'éventualité de réformer une loi qui est le socle même de la République, de ce qui caractérise la République française, au moment où donc lorsqu'on commence de discuter de l'éventualité d'intégrer l'islam, on ne parle plus d'intégrer l'individu musulman en tant que citoyen français. On est en train de parler d'intégrer l'islam en tant que communauté. Et à partir du moment où une large partie de l'opinion occidentale consent à considérer le musulman non pas comme un individu, mais comme une communauté, eh bien, de quelle citoyenneté parle-t-on ? Lorsqu'on reconnaît des intermédiaires communautaires entre l'État et l'individu et le citoyen, il n'y a plus de citoyenneté. Pourquoi aujourd'hui encore en France, nous parle-t-on de restructuration du culte musulman et de parler aux représentants du culte musulman ? Mais pourquoi les Français de confession musulmane auraient-ils besoin d'un représentant de plus que leurs autres concitoyens ? À ce que je sache, en démocratie, nous sommes représentés par nos élus. Nous ne pouvons en aucun cas accepter d'être représentés par des représentants communautaires autoproclamés que personne n'a jamais élus. Or, la dialectique politique aujourd'hui admet ça, alors par lâcheté, par ignorance, par électoralisme, ou ma foi, j'ai pas envie de verser dans le complotisme, mais quand on voit l'enchaînement de mauvaises nouvelles qui tombent de partout ces derniers temps, il m'arrive de me dire... Mais la barque prend l'eau de partout et nous autres laïcs avons l'impression de la vider à la petite cuillère. Donc il est urgent et nécessaire de reparler de ce qu'est la citoyenneté et de revoir la citoyenneté évidemment avec une lecture universaliste et laïque pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Je ne pense pas que les femmes fassent exception pour le coup. Messieurs, vous êtes aussi menacés. Hein. Dounia, vous avez fait référence tout à l'heure dans les objectifs de Racine, figurait, non pas exclusivement, mais quand même un public cible, les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc,
et peut-être même plus largement, hein, l'espace de la jeunesse, alors je ne vais pas vous demander aspire au changement, parce que je pense que chaque génération aspire finalement au changement, mais a progressivement les moyens d'influer sur le changement, ou est-ce que, au contraire, force est de constater aussi que des résultats électoraux viennent de manière un peu bizarre contredire ces aspirations, hein, parce qu'on voit aujourd'hui Ennahda prendre les mains en Tunisie, dont on nous disait que c'était le dernier espoir survivant du printemps de Jasmin. On connaît la situation en Algérie, et jusqu'à preuve du contraire, les tensions au sein du gouvernement marocain ne semblent pas aller vers, je dirais, plus de progressisme. En fait, juste pour rebondir sur la question de la citoyenneté, très rapidement avant de répondre à votre question, c'est ce que j'ai expliqué au départ, c'est-à-dire que le Marocain, son cerveau, il est divisé entre les trois aspects de sa personnalité. Est-ce qu'il est sujet? Est-ce qu'il est membre de la communauté des musulmans parce qu'on est tous contrôlés par son voisin, son grand-père, son cousin, etc. On est contrôlé par l'État, donc on est... voilà. Est-ce qu'on est citoyen parce qu'on vote? C'est quoi être citoyen? Aujourd'hui, c'est ça le gros du problème. C'est que même... une grande partie, pour ne pas généraliser, parce que généraliser c'est se tromper, mais même quand on regarde les luttes ou les combats pour les libertés individuelles au Maroc, on va toujours avoir un oui mais. On défend la liberté d'expression, on défend la liberté individuelle, on veut réformer, etc. Oui, mais pas tout de suite parce que les Marocains ne sont pas prêts. Ça, c'est un discours que malheureusement on retrouve même dans les sphères des progressistes et des gens qui sont pour la séparation du politique et du religieux, qui sont... La laïcité est presque un gros mot au Maroc. Si on dit laïque, c'est comme si on disait mécréant. C'est une insulte. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent vous insulter, ils vous disent le groupe de laïcs là, ou le groupe de mécréants ou d'athées, c'est pareil. C'est vraiment vrai hein, que dès que vous prononcez le fait qu'il faut séparer le religieux du politique, vous êtes kafir. Vous êtes kafir. C'est ça. Vous voulez déstabiliser le pays, mais c'est la vérité. Du coup, même les militants progressistes ou pour les droits humains vont être très très prudents dans l'approche, avec l'approche laïque. On ne parle pas des partis politiques parce que eux, ils s'occupent plus de rien, de toute façon, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est réglé. Mais même dans les mouvements de la société civile. Dernièrement, avec l'affaire de la journaliste Hajar Ressouni, par exemple, il y a eu différents mouvements qui se sont mis en place de soutien, avec différentes façons de procéder. Il y a un mouvement qui s'est mis en place qui s'appelle Moroccan Outlaws, c'est tout hors la loi, qui a essayé de mobiliser des signatures pour annuler tous les articles qui portent atteinte, dans le code pénal, qui portent atteinte aux libertés individuelles, notamment à l'avortement, aux relations sexuelles en dehors du mariage, à l'homosexualité, etc. On les a toutes attaquées parce que c'était des femmes et parce qu'elles étaient manipulées par l'Occident. Que certaines d'entre elles, notamment Leila Slimani, qui n'est pas l'initiatrice du mouvement, elle est supportrice du mouvement qui est parti du Maroc, de militantes marocaines, qu'elles sont binationales, qu'elles ne sont pas marocaines, qu'elles ont un passeport européen, etc. Donc on les a taxées de tout. Et en plus, c'est des femmes, et elles sont moches, etc., etc. Bon, bref. Donc la question de la citoyenneté est très, très compliquée, et de ce qu'on défend. Alors les jeunes, dans tout ça, c'est encore... plus compliqué parce que eux, ils ont connu, si on prend la génération des millénials, ils connaissent que ça. Ils connaissent que, comment on dit, le fait que le politique a lâché prise. Il n'y a plus d'encadrement politique. Les jeunes, ils sont engagés différemment sur les réseaux sociaux, beaucoup. Ils se mobilisent, ils sont dynamiques, mais au final, ils ne sont pas si nombreux que ça à se mobiliser. Nous, avec Racine, on a eu l'occasion d'aller dans beaucoup de petites villes, en dehors des grandes capitales, de Casa, de Rabat, etc. On a rencontré des jeunes, mais leur horizon est limité. Ils sont dans des villes qui sont enclavées. Il y a des villes où il n'y a même pas de salle de cinéma, pas de théâtre. Quand on a fait des pièces dans l'espace public, on avait des jeunes qui avaient les larmes aux yeux parce que c'était la première fois qu'ils voyaient du théâtre dans leur ville, alors qu'ils avaient 20 ans, 25 ans, etc. Donc ces jeunes-là, ils sont soit dans cette petite élite qui est dans les réseaux sociaux et qui fait des choses, soit ils sont
dans le désespoir, et auquel cas ils ont soit l'option de la radicalisation, malheureusement, parce qu'ils sont récupérés par tous ces mouvements intégristes religieux, islamiques, soit ils vont regarder de l'autre côté de la Méditerranée, et ils vont s'embarquer, et ils vont finir comme beaucoup dans la mer. C'est très sombre comme tableau, mais c'est la réalité. Et à côté de ça, l'éducation n'aide pas, parce qu'on a encore dans les manuels scolaires des références à des textes discriminatoires, racistes, misogynes, etc. On a encore dans les manuels scolaires, les petits-enfants apprennent que Fatima est à la cuisine, c'est une bonne fille, elle est à la cuisine, elle fait la vaisselle, et Amine joue au football avec son ami dans la rue. C'est ça qu'on a encore dans les manuels scolaires. Donc on n'est pas beaucoup aidé. Et au final, et Zineb l'a dit aussi, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on écope à la petite cuillère, parce qu'on dépense, en tant que société civile, on dépense beaucoup d'énergie à essayer de participer à tout ça, à faire bouger les choses. Et finalement, on a des affaires comme celle de Hajar, ou des affaires comme celle de Racine, ou comme celle d'un tel ou un tel, sans compter les milliers de Marocains anonymes par jour, qu'ils soient apostats ou qu'ils soient qui soient à cause qui ont des problèmes avec des lois liberticides, parce qu'ils ont eu des rapports sexuels, ou parce qu'ils sont gays, ou parce que, etc. Donc c'est assez dur à vivre, et pour les jeunes, j'imagine beaucoup plus. Ouais. Djamila Benhabib, nous semblons être pris dans un drôle d'étau. Il y a ce que vous avez, les unes et les autres, et vous-même expliqué, de la forme d'abdication qu'un certain nombre de nos démocraties semblent vouloir concéder au particularisme ou, on va dire, à l'aspect tyrannique de l'islamisme et du fanatisme. Et puis de l'autre côté, nous avons sur sol européen comme outre-Atlantique une progression quand même assez notable, pour ne pas dire phénoménale, de ce qu'on appelle l'illibéralisme, depuis M. Orban à Budapest, en passant par le gouvernement polonais, en passant par la Maison Blanche, en passant par quelques autres endroits. Là aussi, les droits sont revisités, restreints. Les communautés, femmes, gays et autres sont mises au ban. Ceux qui n'ont pas le nationalisme chevillé au corps sont mis au ban. Quel est l'espace qui va nous rester ? Bon, c'est une question évidemment... Parce qu'on parle de courage ici, hein, très courage intéressante, et de conviction. Mais moi je voudrais parler essentiellement d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Et cet espoir, en fait, nous parvient principalement des pays musulmans. Il nous parvient d'Iran, où il y a un formidable mouvement citoyen, féministe, des femmes qui risquent leur vie, refusent depuis des mois et des mois et des mois donc cette obligation du port du voile islamique. Il y a un extraordinaire mouvement citoyen en Algérie. Il y a aussi ici et là, partout dans le monde musulman, une société civile qui veut se voir, qui veut s'imaginer en dehors du religieux. Alors, si cette possibilité est offerte dans chacun des pays, il me paraît invraisemblable qu'elle ne soit pas offerte en France ou en Belgique ou en Europe ou en Occident. Peut-on penser le sujet, le citoyen musulman, entre guillemets, en dehors du religieux? C'est ça la véritable question. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le penser en dehors du religieux. On pense la citoyenneté en dehors des religieux, en dehors du religieux pour tout le monde. Pourquoi ne le fait-on pas pour les musulmans? Ça, c'est, disons, ce qui me donne de l'espoir. Maintenant, évidemment, ce qui me désespère, c'est cette montée des extrêmes droites, qui est extrêmement inquiétante. Mais en même temps, je ne suis pas terrifiée par cette montée-là. Et j'essaie de me dire, mais pourquoi est-ce que ces mouvements existent? Que disent ces mouvements-là? Pourquoi est-ce que ces mouvements-là captent l'attention des populations? Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui
de jeter, disons, de semer la culpabilité pour ceux qui votent pour ces partis-là. Je pense qu'on qu'on emprunte un mauvais chemin si l'on s'imagine arrêter la progression des extrémismes de droite de cette façon-là. Pour ma part, mon explication est simple, c'est que l'abandon de ces questions, des questions sociétales qui intéressent nos concitoyens, de la part de la gauche, a été totalement laissé à l'extrême droite. Et ça, nous le payons très cher. Parce que lorsqu'on nous interdit de parler, de discuter de ces questions essentielles, la question de la sécurité, c'est une question sérieuse. Lorsque je me lève le matin, que je quitte mon quartier, je ne veux pas penser à comment je dois m'habiller. Je ne veux pas non plus penser à quelle heure je dois rentrer dans mon quartier parce que je suis une femme. Ces questions de sécurité préoccupent nos concitoyennes et nos concitoyens. Alors parlons-en, parlons-en bien. Et ne laissons pas le boulevard à l'extrême droite qui, lui, instrumentalise ces questions-là. Donc il y a la question, évidemment, de la sécurité qui est une question importante. Il y a la question migratoire qui est aussi importante, qu'on a sous-traitée à Erdogan. Comment se fait-il que l'Europe a sous-traité cette question à un tyran qui est Erdogan? Donc, de petite lâcheté en grande lâcheté, nous avons petit à petit donc abdiqué. Mais je pense qu'il est temps de se ressaisir. Il faut se ressaisir. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix que de se ressaisir pour traiter de ces questions-là. Donc, la question aussi de l'islam. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Pourquoi en faire un tabou? Pourquoi en faire un impensé? Pourquoi faut-il attendre des réactions de l'extrême droite pour parler de ces questions-là? Non, il faut en parler. Il est nécessaire d'en parler. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, si vous voulez, la censure qui est exercée par ces courants indigénistes est extrêmement dangereuse parce qu'elle nous interdit précisément des espaces d'échange et de liberté. Donc il est essentiel aujourd'hui de se réapproprier sa liberté de conscience, sa liberté d'expression, avoir le goût de débattre même de questions épineuses. Et puis je dois dire, ce n'est pas un drame si on n'est pas d'accord. Peut-être qu'en échangeant, on va à un moment donné trouver la solution, mais débattons. Permettez-moi, mesdames, de nous proposer tout doucement de terminer nos échanges en vous ramenant à ceci qui est un peu aussi en filigrane de la phrase signée par Olympe de Gouges. Est-ce que vous pensez, Zineb, qu'aujourd'hui c'est piégeant d'exprimer ses convictions, de militer, parce qu'il pourrait y avoir non seulement un risque pour la vie, d'une part, mais aussi peut-être à l'autre opposé un risque d'instrumentalisation, d'être réduit à une posture, c'est-à-dire où certains utilisent l'existence de telle ou telle voix en disant voilà, nous sommes dédouanés du reste parce que vous existez, mesdames. Il n'est dangereux de s'exprimer que si on le fait seul. Et j'ai toujours dit à ceux qui pensent comme moi et qui se taisent, qu'ils contribuaient à me mettre en danger. Je me demande comment les choses se seraient déroulées si, en 2006, tous les journaux du monde avaient sorti ces caricatures. Qu'allaient-ils faire? Est-ce qu'ils allaient exterminer les journalistes? C'était techniquement pas possible. Donc, c'est aussi la lâcheté, la démission, qui met en danger ceux qui parlent. Souvent, très souvent même, dans des débats en France ou ailleurs, des gens se lèvent et me disent « Mais madame, merci d'avoir dit ce que vous avez dit. Je pense comme vous. Mais comprenez-vous, moi, si je le dis, on m'accuse d'être d'extrême droite. » Je réponds à ces gens que d'abord, ils sont en train de dire que notre réflexion et notre pensée est déterminée par nos atavismes culturels, voire ethniques, ou en fait, en gros, que moi, je serais autorisée à dire ce que je dis parce que je suis arabe, ce qui ne m'empêche pas d'être taxée d'être une personne d'extrême droite, puisque c'est le seul argument de mes détracteurs. Mais je dis aux gens qui me disent ça, je leur dis, donc vous êtes en train de me dire que je mets ma vie en danger, que je prends un risque physique pour défendre quelque chose que vous partagez,
Mais vous ne m'aidez pas parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on? Vous avez peur qu'on vous traite d'être une personne d'extrême droite? Mais aidez-nous, réveillez-vous, montez au créneau et épurons même cette accusation d'extrême droite, qui est le seul mot à la bouche. Henri Pénard-Ruiz a été accusé d'être un raciste. Qui parmi les défenseurs de la laïcité en Occident ne l'a pas été? Ceux qui défendent la laïcité dans les pays musulmans ne sont pas accusés d'être des racistes. Ils sont accusés d'être des prostituées, des hérétiques, des apostats et des blasphémateurs. Personne n'est accusé d'islamophobie dans le monde musulman, puisque dans le monde musulman, le pouvoir coercitif, il est possédé par l'islam. Là, on vous fouette, on vous lapide, on vous tue, ou on vous jette en prison. Donc il est temps que nous comprenions, ici en Occident, que cette accusation d'islamophobie sous-entend du racisme, c'est l'autre face de la même médaille qui s'appelle le blasphème. Sauf que le blasphème étant leur plus grand combat, ici en Occident, ils essayent de le faire avancer par tous les moyens. Leur rêve, leur graal, ça serait d'inscrire le blasphème dans nos lois. Comme nous résistons, nous sommes traités de racistes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce combat-là pour l'universalisme que nous menons est un combat crucial. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les concepts, les mots sont vidés de leur sens les uns après les autres. Je voudrais citer un écrivain qui a été assassiné, un écrivain égyptien qui a été assassiné par l'organisation criminelle des Frères musulmans, qui est une organisation d'ailleurs qui sévit impunément, hein, rappelons-le, en France, en Belgique, ailleurs en Europe, et qui n'est toujours pas interdite, et qui d'ailleurs est souvent décorée de la Légion d'honneur, hein, en France. Je ne veux pas donner de nom tout de suite, mais je peux les donner à qui les veut. Donc, Farag Foda, en prononciation égyptienne, était peut-être l'un des intellectuels arabes qui se sont le plus intéressés à la question de la laïcité, ce qui lui a d'ailleurs valu ce triste sort, assassiné donc par les frères musulmans en 92. Farag Foda a écrit un livre qui s'appelait Hiwar Hawla al-Ilmaniya, dialogue autour de la laïcité, et il commençait son livre en parlant de l'Égypte du début du XXe siècle, où il y avait quand même une tradition parlementaire. Un candidat d'alors, un candidat d'un parti conservateur, faisait donc des meetings électoraux pour dénoncer son adversaire en disant « Mais vous vous rendez compte ? C'est un démocrate !» Parce qu'à l'époque, la démocratie était décriée par les islamistes comme étant une hérésie absolue, comme ce qu'ils disaient de la laïcité jusqu'à récemment. Donc ils disaient « Mais comment on peut voter pour un démocrate, c'est un kafir, c'est un apostat, puisque la démocratie est la volonté des hommes, alors que seule la volonté de Dieu doit primer. » Jusqu'à ce qu'ils récupèrent la notion de démocratie et se définissent eux-mêmes, je parle des islamistes, comme des démocrates, puisqu'ils veulent nous faire croire que l'ochlocratie qui a permis de les élire est la définition de la démocratie. Aujourd'hui, ils sont en train de récupérer la laïcité. Ils sont en train de nous dire la laïcité se réduit à l'œcuménisme, en fait, qui nous permet d'exister avec notre voile. Si vous êtes des laïcs, autorisez les voiles partout, n'est-ce pas? Donc ils sont en train de vider la laïcité de son sens, et bientôt on aura un parti islamiste laïque. Allez voir, toutes les fantaisies sont permises de toute façon avec ces gens-là. Donc ce que nous défendons, c'est la raison finalement, le bon sens. Ce n'est ni les personnes, ni les individus, ni même notre mode de vie, puisque notre mode de vie est hétéroclite. Nous ne vivons pas tous de la même façon, nous n'aimons pas tous faire les mêmes choses. Mais c'est notre liberté de vivre comme nous le voulons qui est menacée. Et pour moi, c'est un péril philosophique et civilisationnel majeur pour lequel on doit tous se lever, parce que aujourd'hui, certains sont ciblés personnellement, menacés de mort personnellement, comme moi. Mais en réalité, nous le sommes tous. Et puis pensons à tous ceux qui sont morts ici dans les attentats de Bruxelles, qui sont morts au Bataclan, sur les terrasses à Paris, à Nice. Est-ce que ces gens-là étaient des islamophobes racistes comme moi? Non, ils n'avaient rien fait, ces gens. Ils sont morts justement par le hasard des balles. Donc, tant que je suis en vie, je dirai ce que je pense, ce que je crois être la vérité, avec toute la relativité de ma condition humaine et la possibilité que je me trompe. Mais tant que je crois que ce que je défends est juste, je le dirai. Et tant pis si on me jette des tomates, je continuerai jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Voilà.
J'imagine, Djamila, que vous abondez. Mon mot de la fin vers vous aussi, encore, Dounia. Vous connaissez forcément cette phrase, ce poème, cette chanson aussi, qui dit que la femme est l'avenir de l'homme, encore et toujours et plus que jamais. Ben, je pense qu'elle n'est pas que l'avenir de l'homme, elle est l'avenir de l'humanité. Et c'est pas que l'avenir, d'ailleurs. La femme, elle est... si on parle que démographiquement, c'est la moitié de la société. On peut pas l'ignorer comme individu, comme force motrice d'une société, etc. Et puis on peut pas non plus la reléguer seulement à ses caractéristiques féminines ou de procréation ou de maternité, etc. C'est un individu à part entière. Et d'ailleurs, nous, on a l'habitude de dire que on milite pour les droits, pour les hommes, pour les femmes, pour les berbères, pour les arabes, pour tout le monde, en fait. Au Maroc, pour le moment, on est à ce stade où on souhaiterait que tout le monde, toutes les Marocaines et tous les Marocains aient accès aux mêmes droits, aux mêmes libertés et qu'ils aient un statut égalitaire dans la société. Je pense que les choses bougent très très doucement chez nous parce que on est d'abord pas très nombreux à militer pour la liberté ou pour la laïcité ou pour la démocratie ou pour les droits humains. Donc si on rapporte le nombre de militants courageux ou qui osent parler de manière directe des aspirations de la société ou de ce qu'ils rêveraient pour la société marocaine, il n'y en a pas beaucoup. On a en face de nous un système qui s'appelle le Marzen, que vous connaissez, Eddy, mais qui globalement est un espèce de gros truc très flou qui gravite autour du roi, la famille royale, les proches, les lobbies économiques, religieux, etc. Donc ça fait beaucoup de choses à faire face en même temps. Et je pense que si on est collectif, et c'est peut-être par ça qu'on pêche au Maroc, c'est qu'il y a des initiatives, il y a des activistes, il y a beaucoup de frilosité et il y a très très peu de collectifs. On est très prompte à se casser les initiatives des uns et des autres et à d'abord trouver la chose négative. À Racine, on nous a tout de suite reproché, même des gens que je ne nommerai pas non plus, qui font partie de la gauche progressiste, droit de l'homiste marocaine, nous a reproché, oui, mais l'alcool, c'était superflu quand même. Fallait pas montrer les bières. Voilà. Donc, c'était la première réflexion de beaucoup de militants qui sont connus pour leur position. Mais pourquoi? Mais les gars, la bière, non. Bah si. Oui, et qui sont... voilà, merci pour qui sont bien consommateurs eux-mêmes. Exactement. Donc il y a ce genre de choses-là. Donc je pense que ce qu'il nous faut, c'est pas seulement du courage, c'est vraiment de l'intégrité et de l'honnêteté. Et surtout, il faut qu'on arrête d'infantiliser les Marocaines et les Marocains. Ça suffit. Parce que les Marocains sont pas prêts, c'est pas tout de suite, la démocratie, mais pas tout de suite, pas maintenant. Non. On a besoin de femmes et d'hommes militants, activistes, honnêtes, qui sont là pour accompagner la transformation sociale sans hypocrisie. Il faut qu'on y aille là, ça suffit. Merci pour votre conviction, mesdames. En ayant, d'ailleurs, je vous le dis, une pensée aussi, parce que vous auriez pu être 4 à un moment donné aussi avec Ensa Faïdar, l'épouse de Raif Badawi, collègue écrivain, on se rappelle quand même condamné pour avoir dit librement ce qu'il pensait à 1000 coups de fouet, hein, c'est le titre de son livre, 1000 coups de fouet parce que j'ai osé parler librement. Mais Ensaf n'a pas pu être parmi nous, tracasseries, je pense, administratives un peu organisées autour de son impossible présence. Mais donc nous avons forcément une pensée pour elle et surtout aussi pour lui. Mais aussi nos pensées qui vous accompagnent et qui vous remercient. Merci vraiment encore. On va accueillir, oui, je vous en prie. On va accueillir... Avant la pause encore, oui, n'hésitez pas.
Merci pour ces propos.